Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Je suis Mathieu Stéphanie, entrepreneur récidiviste et cofondateur de Cosa Vostra, cabinet de conseil en stratégie et croissance digitale. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyenne. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que votre été s'annonce au top. Après un épisode à succès d'un peu plus d'une heure avec Bernard Werber, j'ai aujourd'hui réalisé un exploit avec notre invité du jour, à savoir une interview de 50 minutes, même si ce n'est pas l'objectif de ce podcast, on a dû faire rapidement, en pleine journée de canicule. Alors c'est assez court, mais j'ai essayé d'être efficace. J'ai donc eu la chance d'échanger avec un entrepreneur du digital qu'on pourrait qualifier de dinosaure, car il a monté sa boîte il y a maintenant 20 ans. Et une éternité plus tard, il est toujours à la tête de cette belle entreprise. Cyril Zimmermann est le président et fondateur de AdUX, que certains connaîtront sous le nom de iMedia, qu'il a introduit en bourse au moment de la bulle d'Internet de l'an 2000. Cyril a vécu des montagnes russes tout au long de l'histoire d'AdUX, avec une société qui a réalisé par moment plus de 100 millions de chiffres d'affaires et qui pèse aujourd'hui près de 30 millions d'euros en bourse. À un moment où la bourse n'est plus vraiment vue comme une consécration en France, ou du moins Euronext comparé au Nasdaq, j'ai trouvé cette discussion particulièrement enrichissante. Cyril Zimmermann est également le président de l'Axel, le hub de la transformation digitale, et le fondateur de iCab, l'un des pionniers français des motos-taxis. En espérant que cette discussion vous plaira autant qu'elle m'a plu, je vous propose d'écouter sans plus attendre ce nouvel épisode de Génération Do It Yourself. Bonjour, je suis aujourd'hui accompagné de Cyril Zimmermann, le président, patron, fondateur de AdUX, ex-iMedia. Bonjour Cyril. Bonjour Mathieu. Je suis ravi de te retrouver aujourd'hui. Est-ce que je peux te demander de te présenter ? Bien sûr. Je m'appelle donc Cyril Zimmermann, j'ai 45 ans et je suis un entrepreneur qui s'est découvert un destin d'entrepreneur il y a une vingtaine d'années maintenant, à sa grande surprise, parce que je pense que personne n'est totalement sûr ou programmé pour être entrepreneur. Et il y a 20 ans, il s'est trouvé que j'ai eu la chance d'être au bon endroit au bon moment quand le digital est arrivé et quand l'économie numérique a commencé à pointer le bout de son nez. J'étais là, j'étais prêt et j'ai saisi cette chance. Alors, faut un peu plus que être là au bon moment quand même, parce que moi, à la limite, je suis sorti même un peu plus tard que toi de cours, je pense, et pourtant, tu vois, moi j'ai commencé dans la presse quotidienne, j'ai lancé un des derniers quotidiens gratuits en France, Métro. Même si le digital me titillait, fallait quand même, quand t'as commencé toi, entre 95 et 2000, se dire, il y a un truc là-dedans, et voilà, tu l'as vu tout de suite, tu t'es dit c'est vraiment le truc, ou c'est une passion autre, comment t'es tombé dedans, si je reprends ton expression? Non, il y a une part de chance et il y a une part de hasard. J'étais étudiant et au moment de finir mes études, je commençais à avoir l'envie démangeante de devenir actif. Et plutôt que d'attendre la fin du cursus et le diplôme, finalement la solution la plus simple pour commencer à être actif, c'était de créer sa propre activité. Donc 4 ou 5 mois avant de finir mon cursus universitaire, j'ai créé une société avec un ami, avec une idée au départ qui était pas bonne d'ailleurs, et on l'a pas exploitée très longtemps, qui était de vendre des espaces publicitaires sur des CD-ROM. Parce qu'en 96, on parlait un peu d'internet, mais on parlait beaucoup de multimédia sous forme de CD-ROM. Et puis de fil en aiguille, on a commencé à essayer de vendre de la publicité sur CD-ROM, mais aussi sur des supports de presse, magazines, et aussi sur une radio. Et petit à petit, les activités ont grossi. Mon associé s'est concentré, lui, plus sur la partie presse et radio, et moi sur la partie multimédia, qui est assez rapidement à partir de fin 96. Et c'est là que l'évidence est arrivée. Elle n'est pas arrivée dès le départ, elle est arrivée en pratiquant. Le multimédia, c'était Internet, c'était pas les CD-ROM. Et donc 96, et donc c'est ce qu'on appelle une régie, hein, c'est ça, c'est-à-dire que tu n'étais pas propriétaire de médias, Ouais, tu vendais pour le compte de médias tiers. Exactement, on était un agent commercial externe qui utilisait des technologies qu'on était parmi les seuls à savoir manipuler pour à la fois diffuser des bandeaux publicitaires sur une cible d'internautes et puis les cibler et puis derrière montrer l'efficacité aux annonceurs.
Donc on n'était pas très nombreux à savoir faire ça à l'époque. Et c'était des technologies qui étaient les vôtres ou c'était des technologies Non, on n'était pas propriétaires ni inventeurs de technologies, on était vraiment les utilisateurs de technologies qui commençaient à émerger et notre savoir-faire, ça a été vraiment de savoir comprendre, utiliser des plateformes logicielles et puis derrière avoir un talent commercial et marketing pour aller vendre ça auprès des annonceurs et des agences médias. Donc c'est vrai que j'utilise le terme de chance parce qu'on n'a rien inventé, on a recyclé un métier qui était assez vieux comme les médias, comme les médias de petites annonces en fait de la fin des années 1880 à l'heure de l'Internet. Et c'est petit à petit, en gagnant la part de marché, en gagnant de la maturité, en gagnant en exigence aussi avec un environnement qui l'était de plus en plus, qu'on s'est doté d'outils technologiques, on est devenu nous-mêmes non plus seulement un acteur commercial et marketing, mais aussi un développeur de plateformes technologiques dont on a la propriété intellectuelle, avec des ingénieurs qui travaillent dessus et qui nous donnent un positionnement avec une valeur ajoutée très différente aujourd'hui. Mais c'est venu petit à petit. D'accord. Et donc, si je veux revenir un peu en arrière, avant même éventuellement de revenir sur le début de l'association, avant, donc tu as étudié du commerce ou rien à voir. Enfin, t'étais. Oui, j'avais fait une école de commerce, puis quelques études d'histoire en parallèle, et puis j'étais rentré à Sciences Po pour préparer l'ENA. D'accord. Et tu as arrêté à ce moment-là, alors du coup. Et j'ai raté le concours de l'ENA 2 fois, et j'ai fini le cursus à Sciences Po, donc je suis sorti diplômé, mais j'avais déjà créé à l'époque iMedia. D'accord. Très bien. Et donc, en tête, tu t'es quand même allé assez vite tu dis avec un peu d'humilité, je pense, mais cette approche de dire l'entrepreneuriat, ça m'est tombé dessus. C'était quand même des périodes où on trouvait du boulot à ce moment-là. Je veux dire, t'étais pas obligé de créer ton boulot pour en trouver. Non, mais ça m'est tombé dessus parce que quand tu es sur les 2 dernières années de ton cursus universitaire à préparer l'ENA, t'es pas forcément programmé pour devenir entrepreneur. C'est sûr. Donc en fait, c'est l'échec au concours administratif qui finalement m'a fait me reposer la question et m'a fait finalement changer radicalement d'optique en disant il faut que je sorte de l'univers finalement dans lequel je n'arrive pas à rentrer, qui est peut-être pas fait pour moi, et que j'aille peut-être chercher au fait ce qui est à l'exact opposé. Et il y a une espèce de réaction finalement qui s'est fait sans beaucoup de calcul, qui te dit mais finalement pourquoi j'essaye pas l'exact inverse, parce que ça m'a l'air d'être un univers où j'ai une grande liberté. Et petit à petit, c'est ça qui m'a le plus séduit, c'est à la fois tous les matins de me lever et de ne pas savoir ce que je devais faire, mais de réinventer tous les jours quelles étaient les idées à avoir, quelles étaient les mesures à prendre, les actions à avoir, les bêtises à éviter, dans un univers qui était mouvant, donc qui demandait une réactivité, une inventivité assez forte, et d'avoir une liberté assez inouïe dans mes heures professionnelles. D'accord. Et donc aujourd'hui, tes échecs à l'ENA sont bien loin derrière en termes de temps, mais c'est du coup des cicatrices, ça reste ou des choses plutôt, tu dis finalement ça m'a permis de rebondir sur d'autres choses. Non, c'est pas des cicatrices. J'ai toujours un très fort intérêt pour la chose publique et pour la politique. Donc, de toute façon, ça m'a pas quitté. Je pense qu'il y a différentes façons de s'impliquer dans la chose publique et dans la politique, soit en étant haut fonctionnaire, soit en étant élu, soit en étant actif dans des structures qui sont non lucratives, associatives, non gouvernementales. Aujourd'hui, l'action publique, en fait, elle est beaucoup plus ouverte qu'elle l'était il y a 20 ans et a fortiori il y a 40 ou 50 ans. Donc, j'ai pas renoncé à ça. J'ai mûri et j'ai regardé un peu comment les choses ont évolué, et j'ai toujours l'envie, et je le fais aujourd'hui dans une certaine mesure en présidant une association sur l'économie numérique qui s'appelle l'Axel. Oui, c'est mon action pro bono et mon action publique sur un domaine que je crois connaître un peu et dans lequel je pense être un peu utile. En effet. D'accord. Et donc tu sors avec ton associé qui était donc aussi dans le même cas que toi, dans le même cas d'études, ou c'était un pote? On s'est rencontrés à Sciences Po, oui. D'accord. Et donc vous créez cette régie en vous disant on va s'adosser à quelques médias. Il y en a qu'on connaît des médias dans tout cela, ou c'était des... À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de médias digitaux. Je crois que les 2 premiers sites médias avec lesquels on a travaillé, c'était le site internet du magazine Marianne. D'accord. Et c'était la version online des Inrecuptibles. D'accord. Et puis assez rapidement, on a commencé à travailler avec un site qui s'était créé en 97 qui s'appelle jeuxvideo.com. Ouais, qu'ensuite on a racheté puis revendu à Webedia. On a travaillé avec Infony qui était fournisseur d'accès à l'époque et qui était un des premiers fournisseurs d'accès.
Puis avec Caramel, la plateforme de mail gratuit, puis un moteur de recherche qui s'appelait Locas, puis Spray, qui était un portail suédois de la période de la bulle, et Boursorama, qui était et qui est toujours d'ailleurs le leader de l'information boursière sur le digital français. Ça fait du monde dans cette époque, et après, du coup, c'est intéressant. Et quand tu commences, alors en gros, pour revenir sur la genèse, tu vois les Inrock et Marianne, et t'es avec ton associé, puis tu leur dis on va faire ça, tu signes un contrat, et puis tu pars avec ton bâton de pèlerin pour aller trouver 10 000 francs par mois, ou comme vous étiez deux, vous aviez déjà 20 personnes, ou enfin comment ça se... Non, on était deux, et il y avait pas grand monde sur le marché qui allait taper à la porte de Marianne ou des Inrock pour leur proposer de faire ce travail de commercialisation. Et c'est là aussi le hasard des rencontres. On avait passé des entretiens à la Fondation 3 Suisses, qui à l'époque avait une fondation qui était là pour soutenir des projets d'entreprise et des projets culturels. D'accord. Qui avait un superbe espace dans le 10e arrondissement. Et on avait été hébergé pendant quasiment un an par la Fondation 3 Suisses. Par l'intermédiaire de cette fondation et de sa directrice, j'ai pu rencontrer quelqu'un qui s'appelait Renaud de la Baume, qui était l'éditeur délégué de Marianne sur la version digitale. Et lui avait signé un contrat avec Marianne pour faire le site internet. La publicité à l'époque n'était pas une question. Je lui ai proposé de m'en occuper. Et il m'a dit pourquoi pas, parce qu'il avait rien à perdre. Et donc beaucoup des rencontres et beaucoup des premiers contrats se sont passés comme ça, parce que personne n'avait rien à perdre. Et donc sur ce principe-là, effectivement, après, on prenait notre bâton de pèlerin et on essayait de convaincre les annonceurs et les agences médias qu'Internet était un vrai média. Et donc après, tu pouvais en plus leur vendre un peu cross-platform sur plein de gros acteurs, et les Inrock et Marianne et Caramel et tout le monde. C'est-à-dire qu'au début, c'était les Inrock, c'était Marianne, et puis comme finalement il n'y avait pas beaucoup de régisseurs indépendants, on a continué la même démarche, qui était d'aller voir les autres qui n'avaient eux non plus pas grand-chose à perdre à essayer de travailler avec nous. Et si on travaillait bien, finalement ils nous signaient un vrai contrat de moyen long terme, et puis petit à petit l'actif commercial s'est créé comme ça. C'est vraiment des périodes assez incroyables, et les montants étaient tout petits. Je veux dire, j'imagine que en 96 ou 97, ce que tu reverses à Marianne sur le digital, c'était en 96, c'était non significatif, surtout qu'on a commencé vraiment en décembre 96. Donc en 97, on a dû ramener quelques dizaines ou centaines de milliers de francs, je sais plus très précisément. Je me souviens qu'en 99, on faisait à peu près 3 millions d'euros de chiffre d'affaires. Euros ou francs ? Euros. Ah, c'est pas mal quand même. Donc en 96, il y avait quasiment rien. 97, ça commence. Ça devait être de l'ordre de quelques centaines de milliers de francs. 98, ça devait être un petit peu supérieur. 99, je me souviens du chiffre parce que c'est là qu'on a rencontré nos premiers investisseurs et qu'on a fait notre première levée de fonds. D'accord. 3 millions, et là en face, tu as des concurrents. En revanche, en face, il commence à y avoir du monde. Il y avait une régie publicitaire indépendante qui s'était créée aussi, qui avait été créée par Patrick Robin, qui s'appelait Régie Online. Oui, très bien. Dont on s'était quand même pas mal inspiré, faut reconnaître. Patrick, si tu nous écoutes. Voilà, Microsoft avait créé sa structure de régie en ligne. Il y avait Yahoo, bien évidemment. Il y avait Ziff Davis, le groupe de presse informatique, qui était assez présent à l'époque. Et puis, je pense que DoubleClick, à l'époque, avant d'être acheté par Google, a dû commencer son activité vers 2000-2001. D'accord. Et donc là, vous avez, il y en a. Alors, vous vous séparez, tu me dis à un moment, il y en a un qui va garder ou c'est plus une séparation d'activité ou une séparation de business réel. C'est-à-dire, il y en a un qui garde la presse, l'autre le digital. C'est une séparation d'activité avec Bruno La Foresterie, mon associé de départ, et puis Henri Lastenouz qui nous a rejoint un peu après. On est resté chacun actionnaire de la structure de l'autre. Mais eux se sont occupés de développer la partie presse et radio, et moi je me suis occupé de développer la partie digitale. Qui est devenue iMedia, donc. Qui est devenue iMedia. Le tout s'appelait iMedia, ça a été divisé en deux. Il y avait iMedia Multimédia qui était la partie que je gérais, et l'autre iMedia qui ensuite s'est rebaptisé iBox. D'accord. Et les deux sociétés après ont divergé parce qu'elles ont eu des destins de développement commercial différents, sur des marchés différents, des actionnaires différents. D'accord. Et donc toi, tu as créé et tu es resté sur iMedia. Quand tu parles d'une levée de fonds en 99, donc c'était sur iMedia ou sur la totalité du... C'était sur iMedia. On a séparé les activités au printemps 98. D'accord. Donc fin 99,
J'avais reçu un coup de téléphone d'un investisseur qui travaillait chez Dassault Développement, qui était une des structures de capital risque du groupe Dassault, et qui menait une revue d'audit pour un site internet dans lequel il voulait investir. Et il se trouvait qu'on assurait la régie publicitaire de ce site, donc il voulait avoir finalement notre avis sur le sujet. Et de fil en aiguille, on en est arrivé aussi à parler de iMedia, et finalement il s'est montré intéressé. Et donc il y a 3 structures du groupe Dassault qui ont investi en décembre 99, puis rejoint en mars 2000 par Euraseo, qui était une structure en fait de capital risque, en fait, qui émanait du groupe Lazare à l'époque. Okay. Et puis JP Morgan. Super. Et sans te vouloir te faire, je suis pas beaucoup plus jeune que toi, mais passer pour un vieux con, la levée de fonds en 99, c'est pas la même chose qu'aujourd'hui. Je veux dire, là, aujourd'hui, tu veux chercher comment se fait une levée de fonds, comment ça se passe. Il y a des ressources partout. Tout le monde sait ce que c'est. Il y en a de plus en plus. Il y en a probablement le double aujourd'hui qu'il y a 5 ans. Toi, quand tu as 25 ans ou quelque chose comme ça, tu sais pas trop dans quoi tu t'embarques. Si, enfin, c'est bien entouré ou je sais pas. Je pose les questions un peu. Non, je pense que les mécaniques sont à peu près les mêmes. C'est-à-dire que des gamins de 25 ans que j'étais et qui existent aujourd'hui, quand ils rencontrent des investisseurs qui ont un peu plus d'expérience et qui évaluent un dossier pour investir quelques centaines ou quelques millions d'euros, quand c'est un des milliers ou quelques millions d'euros, il y a forcément un gap de compétences et de maturité sur les sujets purement techniques et financiers. Oui. Donc clairement, en fait, j'apprenais en marchant. Il se trouve que je suis tombé sur des gens qui étaient honnêtes, fers, et qui avaient une bonne vision des choses et que ça s'est très bien passé. Et que je pense que c'est le cas de la plupart des managers qui trouvent des investisseurs aujourd'hui. Simplement, il y en a plus aujourd'hui qu'il y a 20 ans et ils ont plus d'argent. Mais je pense que l'asymétrie de positionnement du manager qui tout d'un coup en fait, est sollicité par des investisseurs et l'investisseur dont c'est le métier d'investir, en fait, elle existe toujours. Et a fortiori, fin 99, début 2000, il y avait beaucoup d'investisseurs qui cherchaient des dossiers dans lesquels investir. Ouais, mais c'est vrai qu'il y en avait beaucoup, mais j'ai l'impression que le métier fait qu'aujourd'hui, quand même, que ce soit dans des émissions, des podcasts, des posts sur des blogs ou des choses comme ça, tu as énormément de ressources pour te renseigner, comprendre comment ça marche, qu'est-ce qui se passe, etc. Et oui, ça fait plus partie d'une culture qui est plus largement diffusée parce qu'à l'époque, l'entrepreneuriat n'était pas aussi répandu qu'aujourd'hui. Ouais. Et puis aujourd'hui, être entrepreneur, c'est cool. Il y a un côté hype et il y a un côté cool autour de ce terme-là et de cette réalité. À tort ou à raison, mais c'est plutôt bien en fait parce que ça crée l'envie. Il y a 20 ans, c'était pas le cas. Donc il y avait moins de cas d'école, il y avait moins de diffusion de cette culture un peu de capitalisme financier et de capital développement qui était diffusée. Aujourd'hui, il y a des associations comme le Galion qui, en plus, essayent d'aider les entrepreneurs dans leur négociation et la structuration de leur mode de financement avec soit des banques, soit des capitaux risqueurs. Néanmoins, quand c'est ta première fois et que tu as une vingtaine d'années et que tu lis ce qu'on appelle une term sheet, c'est-à-dire le résumé de l'exposé des motifs, généralement en anglais, que ça fait 60 pages et qu'on te parle en fait de garantie de passif, en fait, qu'on te parle en fait de ratchet et qu'on te parle en fait d'un ensemble de sujets qui deviennent assez rapidement très techniques, tu es obligé d'avoir un conseil juridique, un avocat qui t'aide et tu es obligé de le croire parce que tu comprends pas grand-chose en fait la première fois à la première lecture. Oui, et puis moi je remarque aussi au bout d'un moment et que dans les sociétés dans lesquelles je peux être impliqué, en fait, quand tu prends même le temps de lire le premier term sheet, même en anglais, même pour moi, disons 15 ans plus tard, ça va, tu comprends des choses, mais que quand tu es à la 15e version du term sheet qui a changé et que tu peux plus la lire et que tu peux plus la voir en photo, etc., tu as aussi bien besoin de ce conseil qui va être celui qui va te garantir un peu ce machin parce que c'est vraiment infernal, en fait. C'est un vrai métier. Ouais, c'est un vrai métier. D'accord. Et donc tu lèves tout ça, 99-2000. Là, t'es sous les feux des projecteurs, non? Un peu quand même ou pas encore? Je pense qu'on n'a jamais été le dossier le plus médiatique et j'ai jamais particulièrement été médiatique parce que je l'ai pas particulièrement recherché et puis parce que le parcours de la société est quand même assez compliqué. Il y a eu 1001 retournements positifs, négatifs, des bonnes choses, des erreurs de fait et on est là depuis longtemps. Donc c'est pas en fait une jeune boîte qu'on regarde aujourd'hui, c'est une société qui a 20 ans et qui a un parcours forcément compliqué dans un secteur compliqué. À l'époque,
je faisais partie des quelques entrepreneurs qui ont bénéficié de la bulle pour pouvoir se coter en bourse. Donc forcément, il y a eu une période de quelques mois où, on va dire médiatiquement, mais c'était les médias très spécialisés du domaine du digital et du domaine du marketing digital, ou des médias en fait très économiques et financiers, où il y a eu une surexposition médiatique de la société et du management. Mais c'était pas des sujets qui étaient aussi transversaux et généralistes qu'on peut le voir aujourd'hui, où des patrons de start-up, des patrons de sociétés deviennent quasiment potentiellement des icônes médiatiques. À l'époque, en fait, c'était, il y avait la possibilité d'être iconisé, au fait, mais sur des médias très spécialisés, des médias de niche et auprès d'un public très restreint. Oui, alors peut-être que je m'intéressais déjà à tout ça, mais c'est vrai que pour moi, Imedia et en effet, tout ce que ça représentait a toujours été quand même un acteur important de l'univers digital français. C'est intéressant de le voir aussi de l'extérieur. Et du coup, tu fais partie de quand même cette toute petite famille aussi, parce qu'on parle de Caramel, on parle de tous les gens. Il y a une petite famille de gens que tu vois aujourd'hui, qui ont fait diverses choses, qui ont fait plusieurs sociétés, comme toi, qui ont investi dans pas mal de choses, et où en fait, il y a 20 ans, vous étiez 12. Enfin, j'exagère un peu, mais... Oui, on était très jeunes à l'époque, et donc 20 ans après, on a eu des parcours qui se sont enrichis de différentes expériences, de différentes choses, et puis on s'est retrouvés. C'est-à-dire que même si on n'était pas très proches il y a 20 ans, on n'a pas arrêté de se croiser, de se recroiser. Donc au bout de 20 ans, effectivement, il y a une solidarité, une proximité qui se crée par les parcours, c'est clair. Et c'est assez chouette, hein, c'est très agréable. Ouais. Et il y a des très belles rencontres, il y a des gens aussi qu'on perd de vue, mais quand on les recroise, on se souvient des moments où on a eu ce destin professionnel commun, d'avoir une suraccélération, c'était la bulle, et puis après, le grand vide, c'était l'explosion de la bulle. Et t'as jamais touché au Minitel? Non, j'étais trop jeune pour ça. Et donc du coup... dans toute cette famille qui peuvent être en effet, alors certains qui ont touché au Minitel, ils sont Nissini, des Niel ou des Aureliane chez Caramel ou des gens comme ça. Toi, t'es un des rares à être toujours dans ta boîte. J'en ai pas beaucoup qui me viennent en tête comme ça là. Je sais pas si t'en as toi, mais 20 ans après. Et comment tu l'expliques ça? Parce que tu t'es toujours éclaté, parce que j'imagine que tu t'es pas toujours éclaté, qu'il y a eu des moments durs, des moments parce que c'est parce que tu veux pas le lâcher, tu peux pas le lâcher, c'est ta mission de ta vie. Non, mais c'est tout un ensemble de choses. Il y a des entrepreneurs qui restent à la tête de leur boîte, mais ils ont créé des empires petits ou grands, et le cas de Xavier Niel est assez unique. Donc, on peut pas comparer ce qui est pas comparable. En fait, adieu que c'est une société de 60 millions d'euros. Au fait, Iliad, en fait, est autrement plus important. Mais à la fois, il y a eu une grosse réussite, hein, mais bon, mais soyons clairs. À la fois, il y a des moments où, quand c'est difficile, tu peux avoir envie au fait de lâcher et de passer à autre chose. Et en même temps, en fait, je me sentais pas le faire parce que j'avais quand même des gens qui s'étaient engagés à mes côtés, que ce soit des équipes ou des actionnaires. Donc tu restes. Et puis quand ça va bien, tu as pas de raison fondamentalement en fait d'arrêter. Et puis une façon d'arrêter, c'est de vendre la société. Ce qui n'a jamais été techniquement aussi facile que pour d'autres, parce que la société était cotée avec un actionnariat qui était hyper éclaté. Donc c'est plus facile de vendre une société qui n'est pas cotée, dont le capital est maîtrisé, ou de vendre une société cotée dans laquelle il y a un bloc de contrôle. C'était pas le cas de iMedia, et donc il n'y avait pas d'autre choix que soit continuer, soit trouver quelqu'un qui me remplaçait. Mais dans les périodes hautes, encore une fois, les choses se passaient bien et il n'y avait pas de raison d'arrêter. Et quand les choses étaient difficiles, je prenais comme ma responsabilité de faire de sorte de trouver la voie de sortie et de trouver au fait la voie de remonter la pente. Et je pense que j'aime bien ça, j'aime bien cette notion de combat. Ça m'a pas empêché de faire d'autres choses à côté, tant au niveau personnel qu'au niveau professionnel, d'autres activités qui sont différentes, dans des domaines qui sont soit connexes, soit totalement disjoints.
j'essaye le plus possible d'avoir des occupations qui n'ont rien à voir avec AdUX ou iMedia pour éviter les conflits d'intérêts. Mais oui, j'ai d'autres occupations à côté, au fait, qui m'occupent peut-être 5 ou 10% de mon temps, en fait, quand AdUX m'occupe 90%. Et puis même en interne, on y reviendra tout à l'heure, mais moi j'ai le souvenir d'avoir bossé avec tes équipes et d'avoir, je pense, sur certaines choses, été un des tout premiers à avoir intégré IP chez Citizenside à l'époque. Et il me semble qu'il y avait Rodolphe Pelos et Olivier Gonzalez, non? Ouais, très bien. Donc l'un qui est parti un moment longtemps chez Belty, qui n'en plus, et puis Olivier chez Twitter. Donc t'as lancé aussi des beaux parcours, j'imagine. Sur 20 ans, il y a toute une génération de personnes qui sont passées par AdUX et je pense que ça a été une chouette école. Donc tu parlais d'Olivier qui aujourd'hui est le patron de Socialize, qui est la structure sociale de Havas, Rodolphe qui a été directeur du développement de Melty. Éric Marébion, qui était DG d'AOL, devenu OS aujourd'hui, donc qui est la structure France en fait de l'ancienne AOL, filiale de Verizon. Alexis Marcombe, qui est le patron de la régie digitale du Figaro. Damien Péponnet, qui est le directeur commercial de AOL OS. Christophe Blo, qui est le patron de 3W Régie. Et j'en passe, c'est des meilleurs. Et bien sûr, tous ceux qui sont passés par la structure paiement aussi, qui sont encore là dans iPay aujourd'hui, même si nous n'en sommes plus, au fait, les propriétaires, au fait, la structure continue à exister, à se développer. Et ceux qui ont essaimé à côté, qui ont créé leur propre boîte. Donc, le cumul des deux sociétés que j'ai créées, au fait à peu près 450 personnes. Mais sur 20 ans, probablement, en fait, j'ai jamais fait le calcul, mais peut-être qu'on a drainé 2000, 2500, 3000 personnes qui sont passées par là. Donc sur un univers en fait qui reste quand même assez étroit et où les gens restent assez longtemps, bah forcément ça crée des écoles. Bon, avec quand même une expertise que vous avez réussi à développer particulièrement chez AdUX et IP avant et un peu sur iMedia, c'est sur pardon oui je voulais dire IP plutôt qu'iMedia, mais c'est la monétisation. Ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, c'est quand même toujours ce vaste sujet dans les médias, alors quand les GAFA vont aller siphonner énormément de choses, vous avez toujours eu cette mission et ce talent d'aller monétiser un certain nombre de choses. Si j'ai bien compris le changement de iMedia vers AdUX, et notamment un changement de modèle de monétisation tel que tu as pu le voir dans l'avenir des médias et de la monétisation en ligne. Et ça, là-dessus, en effet, on passe d'un monde de PAP, quasiment, de page avec publicité, c'est ça, on vend des coups pour 1000 à un monde où on vend des OPSP. C'est un peu ça la vision, Plus généralement, une des raisons pour lesquelles ça fait 20 ans que je suis là et que j'essaie de développer ces activités, c'est que j'ai un attrait très fort pour l'univers des médias et qu'il y a une équation qui est toujours pas résolue chez les médias digitaux, qui est comment ils peuvent, avant même de gagner de l'argent, en fait, couvrir les coûts de production de ce qu'ils produisent en termes de contenu. Et on est passé de régie publicitaire à société de services qui faisait à la fois la régie publicitaire et de solutions de paiement, parce qu'on a pensé un moment après l'éclatement de la bulle, qu'il n'était pas sain que les médias ne vivent que de la publicité et qu'il fallait qu'ils diversifient leurs sources de revenus, probablement en rendant une partie de leur contenu payant. On a fait ça à partir de 2003. Je ne sais pas si on a eu raison trop tôt ou si on a eu tort, mais en tout cas, on s'est développé à plutôt créer des plateformes de paiement pour du commerce électronique que pour les médias, parce que les médias n'étaient pas mûrs pour basculer dans du paiement. Ils le sont plus aujourd'hui. Bien sûr. Mais néanmoins, ce qui met derrière les murs de paiement, en fait, n'est qu'une infime partie de leur contenu. Ça n'alimente pas suffisamment en ressources leur compte de résultats. Et la partie publicitaire ne finance pas le reste de leur production de contenu. Ou alors, ils sont obligés d'écraser les coûts de façon telle que finalement, ils n'ont pas toujours les moyens humains de traiter l'information à fond comme ils le souhaiteraient. Donc il y a un appauvrissement potentiel au fait du traitement de l'information parce qu'il n'y a pas de moyens économiques affectés au fait dans un cadre de rentabilité. Et que cette publicité qui ne suffit pas à rentabiliser les investissements en contenu, c'était à la fois une question de prix et de format. Et chez AdUX, en fait, ce qu'on a commencé à réaliser, c'est qu'il fallait changer les formats pour qu'ils soient mieux acceptés par l'utilisateur et plus rares, de façon à ce qu'ils retrouvent en fait un meilleur prix et qu'ils alimentent plus le modèle économique des médias.
et qu'il y avait une deuxième composante qui, pour le coup, en fait, ne dépend pas de nous, mais qui sera probablement le rééquilibrage des relations entre les réseaux sociaux et les producteurs de contenu, où aujourd'hui la répartition de valeur se fait plutôt en faveur des réseaux sociaux, et les producteurs de contenu n'ont pas grand-chose à gagner finalement à distribuer leur contenu sur les différentes plateformes. Et je pense qu'à un moment donné, ça va se rééquilibrer, parce que ceux qui distribuent le contenu vont de plus en plus avoir besoin quand même de soutenir ceux qui le produisent, et on va se retrouver avec un monde de distributeurs et de producteurs. Et aujourd'hui, il est inversé par rapport probablement à ce qui devrait être, en tout cas à ce qu'il a été dans la presse, ce qu'il a été dans la radio, ce qu'il a été dans la télé, et probablement que les rapports vont se rééquilibrer. Et là, de nouveau, il y aura un business model en fait dans l'économie des médias qui sera potentiellement sain, sur lequel on pourra construire des choses dans la durée. Et si on y a contribué, on sera content. Je suis tout à fait d'accord. En effet, l'idée pour reformuler ce que tu viens de dire, mais c'est de dire qu'à un moment, que ce soit Facebook, LinkedIn, Google ou enfin des réseaux sociaux. Alors, je cite pas Twitter, je pourrais, mais ça a peut-être de moins en moins d'importance en termes de volume, même si ça a beaucoup d'importance en termes d'influence. Devront reverser plus d'argent sur la pub qu'ils engrangent au Figaro, au Monde, Ouais, c'est même pas qu'ils devront, c'est qu'ils y verront leur intérêt. Oui, c'est ça. Et ça viendra naturellement. C'est-à-dire qu'on peut toujours avoir de la gesticulation un peu politique, au fait, en disant que c'est pas bien, qu'il faut pas faire ça, que c'est pas comme ça, qu'il faut créer tel fonds, tel machin. Bon, ça participe de la prise de conscience, mais à un moment donné, la logique économique sera celle de sociétés qui seront conscientes de la tendance de destruction de la valeur du contenu qu'elles distribuent, et auront intérêt à réinvestir dedans. Elles ne seront pas forcément elles-mêmes en fait des sociétés qui investissent dans le contenu, mais elles rétribueront peut-être différemment ceux qui le produisent pour qu'elles le distribuent. Ce que je veux dire quand je dis elles devront, c'est qu'elles se rendent compte de l'intérêt. Un Facebook sans producteur de médias, si Facebook n'était que un relais de la météo du jour et des humeurs des gens, ça ne fonctionnerait pas aussi bien que avec des producteurs de contenu qui peuvent être du divertissement, de la news, différentes sortes d'infos et voilà. Et ça se voit peut-être pas, mais aujourd'hui Facebook est de plus en plus exigeant par rapport au contenu qui est produit par les professionnels du secteur, en leur demandant un certain nombre en fait de critères et de guidelines à respecter, de façon à ce que Facebook en fait puisse mettre en avant du contenu de plus en plus qualitatif. Alors effectivement, on entend souvent que le contenu des réseaux sociaux est pauvre, que c'est pas terrible, etc. Mais en réalité, c'est déjà en train de changer. Et en réalité, on entend souvent ça, mais on finit quand même très souvent à se lever le matin ou à se trouver à un endroit où on se dit tiens, je vais regarder Facebook, et à se retrouver ou à aller chercher une information sur Facebook et à se retrouver un quart d'heure plus tard toujours sur Facebook sans savoir ce qu'on était venu chercher, sans avoir trouvé quoi que ce soit parce qu'on est resté scotché sur son téléphone. Ouais, mais je pense que ça arrive en télé aussi. Ouais, c'est vrai. J'ai arrêté ce mode de consommation. D'accord, je voudrais revenir sur un point intéressant et particulier, assez singulier de ton parcours, c'est l'introduction en bourse. Tu en as touché 2 mots tout à l'heure. L'IPO, comme diraient nos amis américains. Alors moi, je trouve ça toujours assez passionnant et on parlait des levées de fonds. On a l'impression qu'aujourd'hui, une introduction en bourse, c'est plus nécessaire et que potentiellement, c'est même peut-être plus un sacerdoce, une plaie, un fardeau à porter que des investisseurs. À la fois, ça peut aussi le fait d'avoir des investisseurs, des fonds ou des choses comme ça. Ça peut aussi, à la fois, le fait d'avoir un actionnariat éclaté, avoir des avantages en termes de pénibilité, mais tu as des obligations légales qui sont quand même assez importantes, de transparence, de communication. Est-ce que tu peux déjà me raconter comment tu viens à faire cette introduction en bourse? Ce cheminement, il est naturel, c'est un truc où non, l'idée, le cheminement vient pas de moi, non. J'avais un conseil d'administration qui était composé de personnes en fait qui avaient une certaine lucidité et qui en février 2000 me disent écoute Cyril, il y a une fenêtre d'opportunité pour coter la société en bourse. Et on pense que tu as intérêt à y aller parce que ça te permettra de lever des fonds qui vont te permettre de tenir parce que cette fenêtre va se refermer et on pense que ce qui est en train de se passer va pas durer. Donc c'est des gens qui à l'époque en fait avaient 35-40 ans, moi j'en avais 27
et qui avaient vu qu'effectivement il y avait une anomalie de marché et que tout ça en fait n'était pas pérenne. Et comme ils étaient convaincus que l'activité qu'on avait était, elle, pérenne, parce que c'était une activité, encore une fois, assez classique, et je crois beaucoup à la vertu des activités assez classiques, en fait, sur le digital. En fait, reprendre des activités qui existent déjà et les adapter au digital, en fait, souvent, c'est un gage de pérennité. Ils disaient, ça serait dommage que cette activité ne tienne pas, parce que, en fait, conjoncturellement, il y a un éclatement de bulle. Donc, essaye de coter la boîte. Et donc, il a fallu apprendre. Hein. Donc, j'ai fait le singe savant et j'ai appris ce que c'était qu'un double commissariat aux comptes, ce que c'était qu'en fait les normes IFRS en fait en anticipation à l'époque, ce que c'était qu'une IPO, ce que c'était que des banques introductrices et on y a été et on s'est pas passé simplement parce qu'on s'est coté en juin 2000, donc la bulle commençait déjà à se réduire. Il y avait certains rendez-vous qu'on faisait chez des investisseurs à Londres. On nous avait même pas prévenu que les rendez-vous avaient été annulés parce que comme les bourses diminuaient de 5% tous les jours, les gérants de fonds d'eux-mêmes en fait avaient annulé tous les rendez-vous en disant de toute façon ça passera pas donc je les vois pas et on y allait quand même et les gens étaient surpris de nous voir. D'accord. Et au forceps finalement on a réussi à faire cette introduction en bourse et donc à trouver les financements qui nous ont permis de traverser la période de 2000, 2001, 2002 jusqu'à ce que l'activité reparte à partir de 2003. Donc c'était une bonne chose. Et j'ai toujours pensé que la bourse était une bonne chose, pas une vertu en soi, c'est pas un accomplissement, mais c'est pas une contrainte qui est très différente de celle qu'il y a à avoir des investisseurs variés avec des agendas financiers qui sont pas les mêmes que celui forcément du management. Tu parlais de transparence, la transparence tu la dois à tes actionnaires, qu'ils soient privés ou qu'ils soient publics en fait dans le sens où c'est une société cotée. Le reporting, en fait, petit à petit, il devient le même, que ça soit coté, pas coté. Et puis, parfois, la bourse, en fait, fait effet d'amplificateur de cycle. C'est-à-dire que quand tu fais une erreur, en fait, tu te fais taper sur les doigts plus fort que si tu n'étais pas exposé à la bourse. Et quand tu fais quelque chose de bien, et ben effectivement, tu es porté au pinacle de façon plus visible et peut-être plus amplifiée que si tu n'étais pas à côté. Mais dans la durée, la bourse en fait est assez juste. En fait, elle reflète finalement sur le moyen terme des tendances de fond et elle n'est pas ni plus intelligente ni plus bête que n'importe quel investisseur individuel, n'importe quel investisseur professionnel. Et c'est le marché, donc le marché en fait n'a ni tort ni raison en fait sur la durée. Il reflète une certaine réalité qui est celle de qu'est-ce que vaut en fait l'activité qui est pilotée et qui est développée en fait sur une structure. Et puis c'est un autre avantage, c'est qu'au moins pour ta déclaration d'impôt, tu connais la valeur de ta boîte au 31/12 puisque elle est cotée en bourse. Non, ouais. Non, mais ça permet aussi en fait à des sociétés de rester indépendantes. Il y a pas mal de volonté politique aujourd'hui de créer des champions nationaux, européens, mondiaux à partir de talents français. C'est pas en les revendant très vite à des sociétés étrangères ou même françaises, mais qui potentiellement peuvent mal les intégrer, en fait, que ça se passera. Mais c'est en offrant des sorties par la bourse à des actionnaires qui, à un moment donné, ont pris un risque, ont investi dans une société et qui peuvent sortir sur le marché financier, que tu peux avoir des histoires, en fait, qui se créent dans la durée et qui créent justement ces leaders locaux, régionaux, européens, mondiaux. Très Donc, intéressant. je pense que la bourse est vachement intéressante pour ça. Que malheureusement, on n'a pas été foutu en Europe de créer un marché financier unique et continuer à avoir Euronext d'un côté, Deutsche Börse et puis la LSI à Londres de l'autre. Et que c'est bien dommage parce que si on avait un marché pan-européen, il y aurait plus de sorties en bourse, il y aurait plus de liquidité sur les capitaux et ça serait une sortie plus facile pour les investisseurs. Et donc, il y aurait plus de sorties, il y aurait plus de ces fameuses licornes européennes. Tu penses qu'il est pas impossible avec les déclarations de notre nouveau président qu'il y a un renouveau, en tout cas pour créer ces nouvelles licornes, si on veut aller là-dessus, d'introduction en bourse de start-up ou de boîtes grossissantes? Encore une fois, c'est pas une fin en soi, c'est un moyen. Ouais. C'est soit un moyen de permettre aux actionnaires qui veulent sortir de sortir, en fait, parce qu'ils ont pris leur risque et à un moment donné, en fait, il faut qu'ils récupèrent leurs capitaux pour les investir ailleurs. C'est un moyen pour le management et les fondateurs qui ont créé leur société, au fait, de faire de sorte qu'elle reste indépendante, en fait, au lieu d'avoir un adossement industriel qui potentiellement, en fait, met en cause l'indépendance, en fait, et le développement de cette société. Mais parfois peut être aussi une bonne chose, hein. L'adossement industriel peut être très bien. Mais disons que la bourse permet de garder toutes les options ouvertes. Ouais.
Mais on a un peu l'impression qu'en ce moment, l'introduction en bourse, ça se fait au Nasdaq et pas ailleurs. Enfin, tu prends même pour des boîtes françaises, enfin des Criteo ou des choses comme ça. En même temps, il y a des sociétés au fait comme mon showroom qui s'est introduit en France et qui a fait un très beau parcours. Non, oui, le Nasdaq en fait est fascinant parce qu'on a un côté fasciné ici en France pour le capitalisme financier américain. Ouais. Pour des bonnes ou des mauvaises raisons, mais je pense que c'est une donnée culturelle. En fait, Hollywood et la bourse de New York en fait fascinent les Français. Oui, c'est vrai. Donc voilà. Par ailleurs, en fait, c'est vrai que la valorisation soit plus forte sur le marché américain, mais parce qu'il y a plus d'investisseurs, il y a plus de liquidités, et que donc, si vous arrivez à avoir la taille et une activité aux États-Unis, effectivement, la sortie boursière américaine en fait rémunère mieux les investisseurs. Mais si on avait un marché boursier de taille comparable, voire supérieure en Europe, on n'aurait pas besoin d'aller sur le Nasdaq aux États-Unis. Oui. Et donc du coup, l'introduction, elle s'est faite quand même très rapidement, puisque donc tu nous dis coup sur coup 99-2000 de levée de fonds, 2000 introduction en bourse, donc ça s'est accéléré. Ouais, c'était très vite. Ouais, je te confirme ça. Et après, alors donc tu pars très vite, très haut, très fort. T'arrives sur ton intro en bourse et après t'as la traversée du désert au moins par rapport à la bulle. Il se passe comment le business à ce moment-là? C'est-à-dire que tu dis t'as 2, 3, 4 ans difficiles, tu crames l'argent que t'as rentré ou tu as du mal à en rentrer d'autres? Il y a un assèchement En 2000, total. On s'est introduit en bourse et en levant des fonds pour se déployer à l'international, ce qu'on a fait jusqu'à fin 2001. Et fin 2001, on faisait 18 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ouais. Et on a réalisé que la période creuse allait durer plus longtemps que prévu et qu'il fallait commencer à faire des économies. Et donc, ce qui nous restait de finances a servi à fermer en fait, les bureaux qu'on venait d'ouvrir et de garder que ceux qui étaient les plus prometteurs. Et donc, on s'est retrouvé en 2003, on ne faisait plus que 8 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et là où on était 180 personnes fin 2001, on n'était plus que 50 en 2003. Et le cours de bourse était passé de 11 euros à 13 cents. Donc, avait été divisé par 90. T'as tout vécu, tout ça en une durée record. C'est-à-dire que là, on a l'impression que c'est une vie assez intense. On parle de 98-2003. Enfin, je veux dire, après, on peut prendre 96, 97 où t'as appris, mais je veux dire, dans la vraie accélération, tu prends 5 ans, où en 5 ans, enfin, je veux dire, c'est assez fou. Oui, même en 3 ans, même en 3 ans, en fait, c'était très condensé. Puis après, il y a de nouveau une accélération de 2003 à 2006. L'activité, en fait, s'est recomposée. En 2006, on faisait une quarantaine de millions d'euros de chiffre d'affaires. Et le cours de bourse était passé de 13 cents à 12 euros. Et la capitalisation boursière était passée de 3 millions d'euros à 280 millions d'euros. Et 2006-2007, en fait, c'était un peu le sommet de cette valorisation. Après, il y a eu la crise financière. Ouais. On a fait aussi une acquisition, en fait, qui s'est mal passée et qui était une erreur et qui nous a pas mal pénalisé tant opérationnellement qu'en perception financière sur la bourse. Et on s'en est relevé qu'en 2009-2010. C'était quelle acquisition? On avait acheté un réseau social américain qui s'appelait Photolog. Oui, je m'en souviens. Qui était un site de partage de photos et qui était, honnêtement, en fait, c'était une bonne techno, c'était un bon actif et c'était extrêmement viral. Et on l'a acheté en été 2007. Et 3 mois après, on avait réussi à mettre en place les solutions de monétisation et le rendre rentable. Mais il y avait 2 choses qu'on n'avait pas prévues. La première, c'est que notre système de partage de photos était basé sur des technos d'appareils photo numériques ou des premiers smartphones, en fait, où derrière on injectait les photos sur un ordinateur portable ou un ordinateur fixe et tout se faisait à partir de l'ordinateur fixe. Mais en 2007, Apple sort l'iPhone. Ouais. Et l'usage des photos et l'usage de partage de photos se fait, au fait, de façon assez différente à partir de ce moment-là. Et 2, Facebook, en fait, qui avait commencé, en fait, vraiment à se développer en 2006-2007, explose à partir de 2008. Ouais. Et l'effet cumulé des changements d'usage où on passe de l'ordinateur fixe au smartphone pour utiliser les photos et consulter les photos. Et 2, du fait que Facebook, en fait, devient vraiment le réseau social qui capte toute l'audience, notamment à partir du partage de photos, fait que à peine on avait mis en place ce qui permettait de faire de Photolog un actif rentable, 6 mois après, ça replongeait. Parce que les tendances d'usage et parce que la concurrence de Facebook faisait qu'on ne pouvait plus y arriver. Et c'est là où on s'est rencontrés. En fait, tu me vois sourire parce que en fait, sur tous ces trucs-là, ça me fait pas marrer que t'aies foiré ou que t'aies eu un échec là-dessus. Mais ce qui me fait sourire, c'est ce côté,
montagne russe. Tu t'en parles évidemment avec du recul, là, 10 ans presque, mais c'est intéressant, c'est-à-dire qu'il faut. Tu dors la nuit? Ça se passe bien? Oui, non, ça se passe bien. On apprend de ses erreurs, en fait. Ouais. Le fait qu'on ait fait une erreur d'analyse sur Photolog, alors que personne pouvait savoir, à moins d'être dans les carnets secrets de Steve Jobs, que l'iPhone allait sortir et que Facebook, en fait, allait devenir ce qu'il est devenu. Ça, je peux pas m'en vouloir parce que personne ne pouvait prédire ça, et puis d'autres ont fait des erreurs plus massives que moi sur le même sujet, au fait, avec plus de moyens. Mais justement, le problème, c'est que à cette époque, on a décidé, et sur mon impulsion, de faire un très gros pari à la taille de la boîte, et que c'était un pari dont le risque et l'impact étaient trop risqués par rapport à la taille de la société. On était trop petit pour se permettre en fait ce genre de risque, ce genre d'enjeu, qu'on percevait pas comme un risque, mais par rapport au prix qu'on avait payé cet actif-là, ça l'était. Et l'erreur, en fait, elle était là. Donc voilà, ça, je le referai pas. Je ferai d'autres boulettes, mais le fait de miser autant sur un tel sujet par rapport, en fait, à la taille de la société, ça, je le referai plus. Et donc là, tu rachètes, tu revends pas derrière, tu fermes, en fait. Oui, on a revendu, au fait, le fonds de commerce à quelqu'un qui était intéressé pour reprendre la base de données de photos, mais ça équivaut à une fermeture. Et donc du coup, je veux dire, quand même, quand je te dis est-ce que tu dors en rigolant, moi c'est vrai qu'il y a des nuits où j'ai sur des plus petites choses du mal à dormir, sur enfin quand t'as 27 ans licencié, j'imagine, tu passes de 180 à 80 personnes et que t'es passé par plusieurs vagues comme ça. Je veux dire, t'as eu des moments bien durs, j'imagine. Oui, c'est une courbe d'apprentissage. Ouais. Et aujourd'hui. Là-dessus, tu en as vécu encore, j'ai l'impression, ces dernières années. Il y a eu pas mal de rebondissements sur tes cotations et sur tes actionnaires. Et tout ça, c'est pareil. Tu apprends encore, tu as des nouveaux combats, des nouvelles choses. Oui, déjà, au fait, il y a un côté positif à tout ça, c'est que ce qu'on fait, au fait, intéresse du monde. Ça aiguise parfois des appétits, des potentiels, au fait, inimitiés ou jalousies, mais en tout cas, ça intéresse du monde. Donc, je pense que ce qu'on fait du sens. Ouais. Et que dans la durée, on a un certain succès. Moi, j'avais fait le calcul, au fait, entre 2006 et 2016, au fait, on avait cumulé 100 millions d'euros de profits, au fait, et de cash générés. Donc, en fait, on sait faire aussi des activités, au fait, qui sont profitables et qui génèrent, en fait, leur propre rendement financier. Et on sait aussi investir. La plupart du temps, en fait, à bon escient, parfois, en fait, avec des erreurs. Donc oui, on continue à apprendre, on continue à avoir des interlocuteurs qui changent, on continue à avoir des enjeux qui changent. Donc, ça n'est jamais la même chose. Et je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de secteurs économiques, en fait, qui connaissent autant de changements aussi rapides que celui sur lequel on est, en fait, qui est les médias digitaux et le commerce électronique. Mais en même temps, aujourd'hui, je crois qu'il n'y a plus aucun secteur économique qui est à l'abri de ce raccourcissement de cycle et de cette accélération, on fait des nouveautés, des défis, des nouvelles concurrences et de cette instabilité-là. Donc je pense que cette espèce d'école d'apprentissage assez accélérée que j'ai connue, en fait, depuis 17 ans, aujourd'hui, elle est en train de devenir, en fait, le lot un peu de tout le monde. Et du coup, dans tout ça, qu'est-ce qui te fait te réveiller le matin? Enfin, c'est quoi? Qu'est-ce qui anime Cyril Zimmermann aujourd'hui, presque 20 ans plus tard? Et t'es content d'aller au boulot tous les jours? Tous les jours, non, comme tout le monde, en fait. Ça serait hypocrite, au fait, de dire que tous les jours, au fait, je me lève, au fait, avec la fleur au fusil. Mais comme je disais tout à l'heure, j'aime beaucoup l'univers des médias et les questions qu'il y a autour des médias en termes économiques, et puis après sur d'autres types de questions, mais c'est pas le sujet, au fait, de AduX. J'aime beaucoup les équipes avec qui je travaille et j'aime beaucoup la liberté qui est celle de l'entrepreneur. D'accord. Et ton orga aujourd'hui, une journée type, elle se passe comment? Tu te lèves tôt, tu te couches tard, tu bosses. Moi, j'ai une particularité, c'est qu'en fait, j'habite Marseille et je travaille à Paris. Donc, en fait, je suis sur Paris généralement 3 ou 4 jours par semaine et j'ai une journée ou deux, suivant les semaines, en fait, de télétravail à Marseille. D'accord. De chez toi? Et de chez moi, parce que je gère à ce moment-là les filiales qui sont à l'étranger. Ok. Et sur Paris, en fait, les 3 à 4 jours que je passe, en fait, sont dédiés aux équipes en interne et aux clients. D'accord. Et effectivement, en fait, j'ai des journées où j'enchaîne, en fait, les rendez-vous les uns après les autres, que ce soit des rendez-vous internes ou que ce soit des rendez-vous externes. Et le moment de pause et de réflexion, je l'ai plus effectivement dans mes périodes de télétravail.
D'accord. Et donc du coup à Paris, les journées sont plus intenses en termes peut-être de rendez-vous au moins déjà, mais Ah oui, de travail, socialisation en fait et de rencontres. C'est clair que c'est pas le même rythme. Après, je bosse de façon très intense à Marseille aussi, mais de façon différente parce qu'en fait, j'étudie des dossiers. En fait, je regarde en fait des choses qui demandent un temps de concentration plus long. Et puis, je suis en relation avec les managers des pays ou les clients des pays autres dans lesquels on est présent. D'accord. Tu bosses tout le temps? Matin, tôt, soir, tard, week-end? Oui, ouais. Et en même temps, non, parce que je pense que j'ai réussi à préserver une vie privée au fait qui est assez équilibrée et que je ne refuse pas de travailler au fait la nuit ou le week-end quand c'est nécessaire, mais quand c'est pas nécessaire, je ne me fais pas une obligation de me dire oulala, si je ne travaille pas mes 2 heures en fait mon samedi ou mon dimanche, en fait je suis pas dans mon rôle. Non, je le fais quand c'est nécessaire et quand j'estime que c'est le bon moment aussi pour moi de le faire parce qu'on n'est pas toujours prêt à être efficace. Ouais. Et par contre, en fait, quand c'est pas nécessaire, en fait, je me fais pas une doctrine de dire il faut que je sois là tout le temps. Et c'est quoi tes petits secrets? Mon équilibre réside dans cette double localisation et cette séparation entre la sphère privée et la sphère professionnelle, je crois. D'accord. Des outils, des choses que tu utilises, que tu recommanderais au quotidien, je sais pas, c'est juste le mail, Word et PowerPoint, non, peut-être pas, mais je veux dire... Dans le déplacement dans Paris intramuros, au fait, je recommande le mototaxi, avec un billet évident, parce que je suis aussi fondateur d'une société de transport urbain en fait, qui fait du mototaxi et bientôt du scooter électrique avec chauffeur, et je trouve que c'est un service qui est inestimable en fait en termes de gain de temps à Paris. Alors avec un prix aujourd'hui sur le mototaxi qui est assez élevé au fait parce que les coûts d'entretien des machines est assez fort, mais à partir du moment où on va lancer le scooter électrique avec chauffeur, ça sera des prix bien plus accessibles à beaucoup plus de personnes, et pour le coup je pense que ça peut permettre de fluidifier les transports et les rendez-vous et l'activité économique au sein d'une journée tout en restant finalement non polluant parce que c'est électrique. D'accord, très bien. Bel avenir. Et sur, je sais pas, tes agendas, tes notes, tes choses, rien de spécial, Evernote, des applications donc t'es accro total ou pas plus que... Non, en fait, je suis pas toujours un early adopter en fait de ces sujets-là. Parfois, je le suis, mais pas systématiquement parce que je trouve que le temps d'apprentissage répété de toutes ces applications est quand même un temps à investir en fait qui est assez colossal, et qu'il y en a certaines en fait qui font gagner un temps certain, mais on peut pas être en fait au top de toutes ces applications en fait, sinon en soi en fait on investit tellement de temps à apprendre et à se maintenir au courant des différentes updates que je trouve que c'est pas toujours en fait des gains de productivité, non. Ok. Et parle-nous du démotivateur rapidement. C'est quelque chose dans lequel tu as été impliqué? Tu es impliqué ou c'est... Oui, je suis actionnaire d'un site de contenu social qui s'appelle Démotivateur, qui s'est créé en fait il y a 3 ans et demi et dont je suis actionnaire en fait depuis 2 ans et demi. D'accord. Et qui a un chouette succès fait d'une équipe qui a commencé à créer du contenu très lolcat comme on dit au départ, à destination des réseaux sociaux. Et je disais tout à l'heure, Facebook augmente en fait son degré d'exigence et les équipes de démotivateurs, elles aussi, ont bien mûri en fait, et aujourd'hui elles proposent des contenus à vocation virale et sociale, pas simplement sur les domaines de divertissement initiaux, mais sur la musique, sur le cinéma, sur les recettes de cuisine, sur la décoration et sur le voyage. D'accord. Et ça devient un véritable petit groupe média. Ok. Bon, écoute, je vais pas te retenir plus longtemps. J'ai une dernière question. Si tu avais un conseil à donner à Cyril il y a 20 ans, si tu avais la chance de pouvoir te redire et te retourner, te dire tiens, je vais te dire ce truc-là, ça peut changer ta vie ou ça pourrait même changer tes prochaines années, ou est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient en tête? Je te vois grimacer. Passe la nuit dessus et prends la décision demain. C'est un très bon conseil. Je pense que j'essaie de faire ça, notamment avant d'envoyer un email. Je l'écris, je passe la nuit et je vois le lendemain. Je te remercie infiniment. On essaiera de faire un petit suivi si on a le temps. On a dû faire un épisode court pour plein de raisons, mais c'était intense. Donc je te remercie pour tout ça. On se reparle très vite. On peut te suivre sur Facebook, sur LinkedIn. Et sur Twitter, il y en a un que tu préfères J'aime bien LinkedIn, en fait. C'est celui que j'utilise le plus, je pense. Forte croissance de LinkedIn, j'y crois très fort en ce moment. Merci Cyril, à bientôt. Merci à toi, à bientôt. Ça y est pour ce nouvel épisode de Génération Do It Yourself. Comme vous le voyez, j'essaye de varier les invités et donc les plaisirs afin de faire de ces discussions une réelle source d'inspiration pour nous tous. Je cherche toujours des mises en relation originales et inspirantes, donc n'hésitez pas. Mon email est matt@cosavostra.com, cosavostra.com, et vous pouvez bien entendu me retrouver sur LinkedIn.
N'hésitez pas à rejoindre la page Facebook du podcast, à le partager et à le noter sur iTunes, c'est le plus important, mais également sur Facebook et partout où vous trouverez un moyen de m'aider à le faire connaître. Je vous dis à très bientôt, Génération Do It Yourself, épisode 7, c'est fini. Bravo, vous avez écouté cet épisode de Génération Do It Yourself jusqu'au bout. Merci de le partager à 2 personnes autour de vous, d'inscrire de force vos amis au podcast sur leur smartphone et de mettre une note 5 étoiles avec un gentil commentaire. Ça m'aide énormément pour ressortir dans les classements. Aussi, si vous me laissez votre email sur gdiy.fr, je vous enverrai l'épisode de la semaine ainsi que 2-3 bons plans. Pour finir, n'oubliez pas que si vous avez des besoins en accompagnement digital, toute l'équipe de Cosa Vostra va vous bichonner comme il se doit si vous nous écrivez sur contact@cosavostra.com. Je suis Mathieu Stéphanie et je vous embrasse.